bienvenue, madame, mademoiselle ou monsieur, au Vidéorandia de la semaine du dernier samedi du mois d'août, le 29 août, le numéro 35. C'est directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn. Notre invité cette semaine, monsieur Jean Deflore, au Flore Floride ou la Fleur de Lys du Québec, spécialiste en contre-blanchiment d'argent. Il y aura de plus le supplément dans le club créé, salle 2009, qui correspond au mois de septembre, à ce Vidéorandia numéro 35, disponible ici à tous le samedi soir. Se positionner ensemble et ne manquez surtout pas le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, ainsi que la version MP3 fournie par Jean-François Poulain. C'est indispensable pour comprendre les subtilités et les informations détaillées par M. Jean Deflore qui vont être présentées maintenant. Bonne écoute. On dirait tout près d'un aéroport, mais aujourd'hui, on va entendre des sons bizarres. Non, c'est pas des passages de soucoupes volantes, parce que les soucoupes volantes, ça fait aucun bruit. Ben, nous allons retrouver en pleine nature notre ami Jean Deflore, que tout le monde attendait depuis si longtemps. Notre ami Jean. Bienvenue, Jean. Allô? Salut, Richard. Bonjour à tout le monde. Ben, dis-moi donc, es-tu à côté d'un aéroport? On entend, on dirait des vols de jet qui partent... Ben non, c'est juste des voitures qui passent sur la route qui est non loin d'où je suis. Où es-tu présentement? Alors, je suis au nord de Québec, donc encore au Québec, et puis dans la nature, dans les montagnes. Et je prépare sous peu mon départ. Ça devrait se faire. Il y a eu beaucoup de faux départs depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. La situation du COVID fait en sorte que les transports, c'est un peu compliqué. La situation est instable à plusieurs endroits dans le monde. Oui. Alors, on a dû changer de plan à plusieurs reprises. Bon. Je pensais qu'on n'était pas en plein écran, mais on est en plein écran. Bon. Ben écoute, Jean, c'est sûr que la situation COVID a fermé des frontières pour des vols en avion. Il y a des pays qui n'acceptent pas le changement de clientèle qu'ils peuvent avoir. Ça va-tu durer longtemps encore d'après toi? Ben, au minimum jusqu'à l'élection américaine et au plus jusqu'à l'inauguration du président des États-Unis et ce qui en suivra, parce que, entre autres, il y aura probablement une contestation de la légitimité de l'élection. Alors, en ce moment, c'est ce qu'on observe. Je peux déjà vous annoncer que Donald Trump sera élu par le vote populaire le prochain président des États-Unis. Il aura également le plus grand nombre d'électeurs, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, le vote populaire ne compte pour rien. Alors, c'est très important de se rappeler ça. Le système américain est un système où chaque État doit envoyer un grand électeur et c'est lui qui représente la population de cet État. Et c'est un très bon système. Il est très mal compris parce qu'il n'est jamais expliqué. Mais ce qui en fait est représentatif de ce que les pères fondateurs des États-Unis souhaitaient faire, c'était qu'un président soit élu par consensus plutôt que par une majorité dictatoriale, une région qui aurait un poids démographique démesuré, qui imposerait ses vues sur le reste de la nation. Bon, alors, prenons un exemple, Jean. C'est sûr que la Californie, il y a beaucoup plus de citoyens qu'il y en a, mettons, en Ohio. Mais si la Californie a droit à un plus grand nombre de grands électeurs qui vont aller définitivement décider qui va être le président des États-Unis, ben ça compense pas vraiment la balance. Ils sont plus nombreux de Californie comparé à l'Ohio, ils se retrouvent à moins de grands électeurs aussi. Oui, mais cependant, quand on fait le total des régions, eh bien, ils sont plus pesants que, exemple, juste la Californie. Alors, ça force un consensus ou ça force vraiment une élection où on a une représentativité de toutes les provenances du pays. Hein, parce qu'on se souvient, on parle bien des États-Unis d'Amérique. Ce sont des États qui se sont unis pour créer une fédération, une république.
Alors, dans ce système-là, c'est chaque pays, chaque État, et se délègue des pouvoirs au pays qui est les États-Unis d'Amérique. Et donc, au fil des années, ils ont délégué beaucoup de pouvoirs. Mais il reste que l'élection elle-même, le contrôle, et il passe par chaque État. Et chaque État fonctionne de façon différente. Il y en a que c'est le suffrage qui va déterminer pour qui le grand électeur votera. Et il y en a d'autres que c'est le suffrage, mais le grand électeur est libre, rendu sur le plancher, de prendre une autre direction s'il le souhaite bien. Donc, dans un État X, si on votait pour Donald Trump et lui décidait, ou elle, décidait de voter pour Biden, eh bien, il pourrait le faire parce que dans son État, il n'y a pas de loi qui le contraint à le faire. Oh, monsieur Seigneur, ça peut être manipulé à l'os. Il s'agit d'aller rejoindre seulement les grands électeurs qui, eux, ont finalement libre cours à la décision finale. Alors, tout le monde va voter, tout le monde va se démener comme des bombes, même s'il y a une tempête à l'horizon, puis tout, il pleut, puis il se déplace. Puis au bout de la ligne, tout ça n'a pas d'importance. Oui, parce que à l'origine, il n'y avait même pas d'élection pour le président. Il n'y avait même pas d'élection, c'était la législature, l'équivalent de l'Assemblée nationale, qui déterminait qui ils allaient envoyer comme délégués et pour qui ils allaient voter. L'année d'Al Gore, là, qui est devenu un mystère, on aurait cru que Al Gore avait gagné les élections, et j'ai appris qu'il y a eu des camions qui transportaient des boîtes de votation en Floride, là, ça a disparu en cours de route. Bon. Et puis au bout de la ligne, on a appris que c'était plus Al Gore qui était pour être nommé président des États-Unis, parce que c'était le juge de la Cour suprême des États-Unis qui a tranché. Imagine-toi donc, toute la décision du peuple, puis même les grands électeurs, ah ouais, à terre, on n'a pas besoin de vous autres, le juge de la Cour suprême décide, lui, que ça va être l'autre. Je me souviens plus c'était qui contre Al Gore, là. La Bush. Le fils Bush, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Quel gamique, ça n'a pas d'allure. On dirait que c'est toute une mafia qui peut tout manipuler par en dessous. Le peuple n'a pas grand poids là-dedans. C'est un très bon système, Richard, sauf qu'il est très mal compris. Ben, alors, tu vois, on ne s'entend pas là-dessus. Non, je pense que je comprends pas. Je trouve que c'est un excellent système, puisque il permet aux régions qui sont souvent sous-représentées d'avoir une meilleure représentation. Tu sais, au Québec, on parle toujours de la représentation des régions. Oui. Attends, on t'a perdu, là, on va reprendre. Dans l'exemple là. Attends. Correctement. OK. Je sais pas si t'es revenu, là. Oui, il est revenu. T'es revenu? Oui. Tu vas me le dire si je suis revenu. Oui, c'est ça. Quand c'est figé, je fais ça comme ça, parce que ça veut dire que c'est figé. Oui, là, t'es revenu. Alors, t'étais juste au moment où tu disais, puis au Québec. Oui, donne-moi un exemple à partir du Québec. Alors, au Québec, si Montréal ou en France, Paris contrôlait les électeurs de Montréal et de Paris à cause de leur grand nombre, déterminait l'orientation, les destinées de toute la province ou de tout le pays, ce serait une injustice très grande envers les gens qui sont dans les régions. Et on l'oublie souvent, nous qui sommes dans les grandes villes, les gens dans les régions, ils jouent un rôle très, très important. Entre autres, l'agriculture, entre autres, tous les développements des mines, des forêts, toutes les richesses naturelles qui sont exploitées. Ce sont les gens des régions qui le font. Et alors, ils n'auraient aucun mot à dire si on avait un système strictement basé sur le suffrage universel. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un système qui est représentatif et qui intègre la voix des régions dans un État. Ben là, comme c'est au Québec actuellement, les régions, ils vont élire un député dans chacune des régions. Ça leur donne une voix au Parlement. Et même si à Montréal, il y a, parce que le territoire est tellement peuplé, on l'a divisé en beaucoup de petites régions, plus petites que l'Abitibi, Témiscamingue, Pontiac, Colabel, Papineau, Argenteuil, Deux-Montagnes ou Terrebonne ou l'Assomption. Tout à Montréal,
ils ont autant de députés que tout l'ensemble autour de Montréal éloigné, parce que, évidemment, il y a plus de population, mais ça donne le droit à des cultivateurs de voter pour leurs députés dans leur région, puis toutes les régions agricoles, Oui. s'ils votent pour un parti qui encourage mais dans ce l'agriculture. système-là, c'est ça qu'on ne veut pas. On ne Pourquoi? veut pas donner le pouvoir aux grands centres urbains. Et c'est pour ça qu'on crée un débalancement, un déséquilibre en faveur des régions. Parce que on dit, les gens des villes n'ont pas les mêmes préoccupations que les gens hors des grands centres urbains. Et tout ce que tu m'as nommé comme comtés qui sont aux alentours de Montréal, et on pourrait faire Oui. la même chose pour Paris, ils ont des préoccupations urbaines. Est-ce que le métro va bien fonctionner? Oui. Est-ce que les ponts, il y a assez de ponts? Eux, ils s'en fichent bien des problèmes liés aux cours d'eau, à l'exploitation des mines, avec l'impact que ça a sur les terres agricoles, la coupe des forêts, les feux de forêt, comment doit être gérée la forêt pour éviter les feux de forêt, les feux contrôlés, etc. La chasse, la pêche, ce sont des industries importantes, hein? Alors, toutes ces questions-là n'intéressent pas les citadins. Les fils Qui, à eux, haute tension. s'intéressent seulement à ce qu'ils retrouvent dans leur supermarché. Est-ce qu'il y a de la nourriture? Parce que la plupart des citadins pensent que la nourriture, ça vient d'une usine et c'est fabriqué dans des boîtes de carton. Ils comprennent pas là, tout le processus. Oui, mais je reviens à l'exemple de la Californie où il y a beaucoup de grands électeurs pour la Californie à cause de la population très nombreuse. Ils ont plus de grands électeurs que l'Ohio, encore une fois. Je prends ça Oui, mais comme il y a exemple. une limite, il y a un plafond. Alors, c'est Ça fait en contrebalance sorte- pas? c'est plus que ça débalance. Ça fait en sorte que des États très populeux Oui. ne sont pas représentés proportionnellement au niveau des grands électeurs. Voilà ce que j'attendais. OK, là, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Autrement dit, ils ont beau être le grand nombre, mais au bout de la ligne, c'est pas le grand nombre qui va avoir un poids équivalent dans le contrepoids. C'est ça. Il y en a quand même plus un peu, mais un peu. Pas autant que Alors, si on quand, se par fiait juste exemple, au poids New de la York, démographie. quand New York et la Californie, l'État de New York, je parle, Ah oui. et le New Jersey, qui sont collés, là, Ouais. et les régions autour de Washington, la Virginie et tout ça, et la Californie mettent ensemble leurs grands électeurs. Généralement, ça donne des grands électeurs démocrates, parce que ce sont des fiefs démocrates. Alors que presque l'ensemble du reste du pays est de tradition républicaine. Et là, il y a des États qui changent à l'occasion. Entre autres, la Floride, qui était, il y a quelques années, un État démocrate. Et là, au cours de la dernière élection avec Trump, ils sont devenus un État républicain. Donc, il y a des États importants comme ceux autour du Michigan. Le Michigan est présentement est démocrate. Mais là, il y a tout un débat. Est-ce qu'il le demeurera ou pas à la prochaine élection? C'est à voir. Donc, il y a ce débalancement-là qui a été mis en place par les fondateurs du pays, des États-Unis d'Amérique, parce qu'ils comprenaient que la voix des citadins ne devait pas écraser la voix des gens en dehors des grands centres urbains qui avaient des préoccupations très importantes pour la nation, pour la survie, la croissance de la nation. C'est ce qui fait dire aussi que Trump n'a pas gagné avec le plus grand nombre de votes. Parce que, justement, à cause de la Californie, de New York et toutes ces régions très peuplées, la majorité votait contre Trump. Mais quand même, Trump est rentré parce que, justement, comme tu nous dis, les grands électeurs étaient plus nombreux en faveur de Trump et ça a été Trump qui est passé. Il y a eu 2 ou 3 universités qui se sont penchées sur la question de qu'est-ce qui s'était passé aux dernières élections fédérales américaines. Et il en ressort que quand on comptabilise la fraude électorale, qui inclut beaucoup de décès et de migrants qui ont voté, alors on se rend compte que à toute fin pratique, c'était égal. Et sinon, Trump avait gagné le vote populaire. Mais les médias traditionnels ne sont jamais revenus sur la question et ils nous ont laissé sous l'impression que tu as
et que tu viens de nous partager Ouais, ce soir, qu'il n'avait pas gagné le vote populaire alors qu'il l'a gagné. Et rappelez-vous que je vous avais dit à l'époque, personne ne peut gagner l'élection aux États-Unis si tu n'as pas le soutien de tous les groupes ethniques. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui lui a permis de rentrer en 2016. Et comme je vous ai dit, je vous confirme qu'il sera le prochain président des États-Unis. La seule raison qui ferait qu'il ne le serait pas, c'est que malencontreusement, il serait assassiné. Mais c'est la seule raison. Mais là, la question de voter par la poste, est-ce que tu crois que c'est... et puis, alors, je ne sais pas s'ils acceptent par Internet, là, mais ils pensent qu'il va y avoir une fraude monumentale. Ah oui, ben, la fraude est déjà exposée, ouais. Parce que sur les bulletins de vote dans les États démocrates, parce que ça, c'est des États démocrates qui poussent des États qui sont sous le contrôle de gouverneurs. Le gouverneur, c'est comme le premier ministre de la province. Hein? Mm-hmm. Alors, le gouverneur, qui est le chef de l'État, hein, chaque État, il est le chef de l'État, le gouverneur. Alors, dans ces États-là, qui sont représentés par des gouverneurs démocrates, ils ont mis en place des processus de votation sans aller aux urnes. Et on a vu les bulletins aux États-Unis, dernièrement, on les a vus publiés sur l'Internet. Alors, vous avez votre nom, votre adresse, etc., quand le bulletin vous est envoyé. Et à l'intérieur, il y a une enveloppe de retour. Et sur l'enveloppe de retour, il est indiqué si vous êtes un voteur enregistré démocrate, républicain ou indépendant. Sur l'enveloppe, il y a un code, une série de chiffres, une lettre qui est un R, un I ou un D, et une autre série de chiffres. Alors, parce qu'aux États-Unis, puisqu'il y a des élections primaires qu'on appelle, c'est l'élection qui sert à choisir le candidat du parti. Alors, les électeurs doivent avoir une allégeance au parti pour avoir le droit de choisir leur représentant. Donc, toi, Richard, tu pourrais être enregistré voteur démocrate. Moi, je pourrais être enregistré voteur républicain, on va dire. Et puis, notre ami Jean-François Poulain, qui est pas là, on va le mettre indépendant. Comme ça, on ne l'embarrassera pas pour le compromettre. Alors, alors Jean-François, lui, il aurait pas l'autorité d'aller voter dans une élection pour le Parti démocrate ou une élection pour le Parti républicain parce qu'il se dit indépendant. Alors, toi, tu aurais droit d'aller voter pour ton représentant du Parti démocrate et moi, j'aurais droit d'aller voter pour mon représentant du Parti républicain. Et c'est comme ça qu'ils savent à qui ils ont affaire. Donc, quand ils reçoivent le bulletin de vote, ils n'ont pas besoin d'ouvrir l'enveloppe. Ils savent que c'est un voteur enregistré au Parti républicain. Alors là, c'est facile. Dans la corbeille ronde. Dans la corbeille ronde, dans la corbeille de la filière ronde. Et voilà. Et c'est de même que l'on manipule le vote. Et c'est pour ça que Donald Trump a dit qu'il ne reconnaîtrait pas ces élections. Et les démocrates, des États où ça a cours, ces processus malveillants-là, processus électoral malveillant, eh bien, c'est pourquoi qu'ils ont mis ça en place, c'est pour contester l'élection qui s'en vient. Alors, les démocrates savent qu'avec Joe Biden, qui est sénile, hein, il fait de la démence, il est plus capable de mettre des phrases en ligne quand on l'écoute en direct. Puis ça, il y a plein de vidéos sur YouTube, il fait des entrevues en direct, puis on voit qu'il est plus capable de former ses phrases, de tenir ses idées. Au bout de 15 secondes, il sait plus de quoi il parle, etc. Et c'est pas du montage, ça se vérifie sur n'importe quelle vidéo qu'il met sur YouTube. Généralement, ces vidéos-là durent pas, ils sont vite enlevés. Alors, si vous en trouvez, allez l'écouter. Et puis, alors, il est sénile. Ils savent qu'ils ne gagneront pas. La candidate qu'il a choisie pour être sa vice-présidente n'est pas vraiment populaire et surtout pas dans le groupe qu'il pensait qu'elle serait populaire, soit les Africains-Américains. Ils la détestent et tous les immigrants des Caraïbes et d'autres régions où l'immigration est présente aux États-Unis, ils ne l'aiment pas non plus. Alors, ils sont très, très mal foutus, si je peux dire, et c'est clair qu'ils vont perdre l'élection. Alors, la stratégie est la suivante.
eh bien, ils ont l'intention de ne pas reconnaître l'élection de Donald Trump et de ne pas reconnaître l'élection. D'ailleurs, cette semaine, Hillary Clinton a dit à Joe Biden, c'était hier, on enregistre aujourd'hui le 27, alors le 25 ou le 26 août, elle a dit publiquement que Joe Biden ne devrait pas concéder l'élection. Et la semaine dernière, des membres du Parti démocrate ont dit qu'il devrait faire appel aux militaires pour trancher la situation et empêcher Donald Trump de reprendre le pouvoir au mois de janvier prochain. Quel coup de théâtre, quel western. Tout à fait. Et toi qui voulais retourner en Floride dans ce beau pays de manipulation, de coups de théâtre, c'est Hollywood. Parce que justement, c'est Hollywood, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est du théâtre, tout ça. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Dans un pays de plus de 300 millions de personnes, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui avait tous ses esprits, qui n'était pas dément, alzheimique. Et ils ont choisi une femme qui polarise, même dans son même groupe de démographie. Oui. Alors, faites-moi croire qu'ils ne pouvaient pas faire mieux le Parti démocrate. Oui, Donc, c'est du théâtre comme toute la pandémie a été du théâtre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un H1, un SRAS 2, là. Il y a eu SRAS 2, mais la pandémie, comme on a voulu nous terroriser et nous subjuguer, ça, c'est de la foutaise, c'est du théâtre, de la même façon que l'élection est du théâtre. C'est bien que tu vrai, Jean, depuis des mois que tu n'es pas passé sur l'émission. Alors là, je peux revenir encore une fois avec toi sur un sujet qu'on voudrait oublier, là, mais avec les enfants qui rentrent à l'école ici au Québec, puis un peu partout à travers le monde, car tout est orchestré simultanément, partout et de la même manière dans presque tous les pays du monde. Est-ce que derrière ça, comme plusieurs le pensent chez les conspirateurs ou les conspirationnistes, c'est pas la même chose, hein, évidemment. Hein? Oui. C'est de prendre le pouvoir sur l'humanité, puis en se servant, comme dans Star Wars, par la peur, vous dominerez sur vos territoires. C'est ça que Darth Vader disait au directeur de territoire là, de l'univers. Alors, je pense que c'est important que quand on parlera de ce sujet-là, qu'on utilise un nouveau terme pour le décrire. On parlera de la mascarade. Ah ouais, à cause des masques. Et de tout ce qui en suit. Ouais. Parce que c'est une mascarade, ce qui s'est passé. Ouais. Je sais que tu as tenu des propos durant d'autres émissions avec d'autres de tes invités, et puis c'est pas nécessairement en lien avec ce que je dis, alors que dans d'autres cas, ils ont été très nuancés, là. Et puis, j'apprécie entre autres les propos de Marc suite à mon dernier passage, qui avait bien dit il faut être nuancé dans tout ça, et parce que tu l'amenais tu le poussais sur un terrain pour voir comment il allait réagir envers mes propos. Alors, je reconnais la finesse de Marc de dire que les choses sont très, très nuancées dans cette affaire-là. Alors, oui, il y avait un SRAS 2. Le COVID-19, ce qu'on apprend, c'est COVID-17 depuis 2017 qu'il était connu. Ouais. À cette étape-ci, on sait qu'il a été modifié en laboratoire. Il n'y a plus de débat sur ça. Ensuite, on sait que les tests donnaient des nombres de faux positifs extrêmement élevés. Donc, on va faire le test, on fait l'analyse et on vous déclare positif, alors qu'en réalité, vous n'avez pas la maladie, donc vous êtes négatif. Entre autres, tous les joueurs de basketball avaient testé positif il y a 2 ou 3 semaines de cela. Et cette semaine, on nous annonce qu'après une enquête plus approfondie, ils font le test de sang dans un laboratoire où c'est plus sophistiqué comme type d'analyse. Ils sont tous négatifs. Négatifs au COVID-19. Mais ils avaient entre eux, avec la fameuse baguette qui rentre dans le fond du nez,
ils avaient des coronavirus. Mais c'était pas le COVID-19. Le COVID-19, c'était d'autres coronavirus. Et le test analysait, il y a des coronavirus, c'est le coronavirus 19. Alors que c'était pas le 19, c'était d'autres, parce qu'il y en a d'autres coronavirus dans le corps, puis ils sont pas nocifs ou dangereux, etc. Il y a ça, et il y a aussi le fait que dans plusieurs cas, le test est totalement inefficace. Ouais. Il y a de la fraude, il y a des gens qui allaient s'inscrire, qui étaient sur la liste, puis parce que la file était trop longue, pas au Québec, on voit bien à Québec, à Place Fleur de Lys, le centre d'achat, c'est une vraie farce, on passe à côté du centre où ils font le test, puis ils sont tous en train de jouer aux cartes, manger leur sandwich en dessous d'une tente. Là. Il y a aucun cas. Là. Il n'y a pas de monde qui ont des symptômes, qui sont malades, qui vont se faire tester. Là. Alors, le problème, c'est qu'ils ont faussé des tests. En Floride, dans l'État de Floride, pendant des mois, les résultats des laboratoires donnaient 99 à 100% de positifs pendant des mois de temps. Tous les 300 quelques laboratoires disaient que tous les tests étaient positifs. Tous, c'est statistiquement impossible que tout le monde était 100% positif. Les tests étaient de piètre qualité. Cette semaine, aujourd'hui même, je voyais un article passer, la Suède a dû recontacter des centaines de personnes qui avaient été déclarées positives parce que les tests qu'ils avaient achetés de la Chine les indiquaient qu'ils avaient qu'ils étaient porteurs du COVID-19. Oui. Alors que quand ils ont analysé de façon plus en détail la qualité du test, ils se sont rendus compte qu'il y avait des faux positifs. Et rappelez-vous, le président de ce pays d'Afrique qui connaît bien l'Organisation mondiale de la santé, parce que l'Organisation mondiale de la santé, dans ses programmes d'immunisation, a fait des ravages en Afrique. La Tanzanie. Au début de la crise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des tests et il a fait tester des animaux, des fruits, et ils ont envoyé ça au laboratoire et ils sont revenus positifs, même pour les fruits. Ben oui, oui. La Tanzanie, je pense. Alors, oui. Donc, tout ça nous parle, hein? Tout ça nous parle de cette grande mascarade qui, je vous l'ai dit, le virus n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on nous cache de quels seront les changements qu'on veut amener dans notre société. Et force est d'admettre, et ça personne dans les médias conventionnels l'admettront, mais l'issue de l'élection aux États-Unis influencera le reste du développement de la crise. Parce que, à toute fin pratique, c'était une crise montée de toutes pièces pour influencer le déroulement des événements aux États-Unis. Parce que nous, on voit le monde comme Canadien, comme Français, comme Belge, Luxembourgeois, etc., autres pays de francophonie, on dit les États-Unis, ce n'est pas le centre du monde. Or, c'est le centre du monde économique. Et ça, on se refuse de l'admettre, mais c'est important puisque c'est ça la partie. C'est le centre du monde économique et je vous ai déjà expliqué qu'on cherche à déplacer le pôle, justement ce pôle central de l'économie. Et il faut faire table rase du système économique. Et c'était ça ma crainte que je vous avais parlé lors de mes 2 passages précédents, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le COVID? C'est l'instauration d'un nouveau système économique. On entend dire beaucoup que l'économie, le dollar américain n'a plus la force qu'il avait il y a déjà 20 ans, 10 ans même. Et on sent qu'il y a une force chinoise qui arrive. La Chine prend beaucoup d'expansion et de puissance. Là, l'Allemagne, Angela Merkel qui se retire de la politique, ce qui est assez surprenant maintenant. Macron qui était déjà tout près du Liban au moment des explosions à Beyrouth et que les forces du Liban sont averties déjà qu'il va y avoir un jeu qui va se jouer au Moyen-Orient, puis à cet endroit-là particulièrement,
la suite des événements semble donner le risque d'un affrontement majeur avec la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe avec la France qui va dominer, qui va diriger, pour se confronter avec Israël, entre autres. Tu sais, on disait toujours dans les textes sacrés, tous les pays du monde se réuniront autour de la vallée de Megiddo, qu'on a appelée Armageddon, pour faire la fameuse le grand affrontement. Et là, encore une fois, c'est là que tout semble, la tension semble être montée d'un cran depuis ce qui est arrivé au Liban, parce qu'il y a aussi l'histoire de l'île dans la Méditerranée, qui est un endroit où on a découvert qu'il y avait du pétrole en quantité extraordinaire dans l'ouest de la Méditerranée, l'est de la Méditerranée, et cette île-là appartiendrait à la Grèce. Alors là, c'est la Turquie qui réclame l'île, la Grèce qui dit c'est chez nous. On n'est pas fini on rentre dans un autre scénario, là. Mais Richard, tu aimes le théâtre? Ben, ce n'est que du théâtre, Jean, je le sais. Ça. Alors, je reviens encore une fois. On se sert de ce théâtre-là pour faire croire aux gens que c'est la réalité. Et malheureusement, quand tu y crois que c'est la réalité, tu te mets le masque. Tu vas dans un magasin à Montréal, à Québec, partout dans le monde, ils portent le masque partout. On envoie les enfants à l'école, puis on dit c'est pas les enfants qui sont les plus touchés, ils sont même presque, comme dirait-on, immunisés. Il y a encore le thymus. Le thymus qui développe leur immunité est très très gros, il s'atrophie lentement en vieillissant. Pourquoi on ne donne pas de l'hydroxychloroquine à leurs parents? Pour que quand l'enfant revient de l'école peut-être porteur d'un virus, ben ils vont être à l'abri parce que l'hydroxychloroquine avec le docteur Raoult a prouvé que c'était l'élément parfait pour la protection. Bon. Là, tu as dit beaucoup de choses. On essaie de décortiquer ça. Oui, mais je vais avoir ta réaction, hein, Jean. Ça fait des mois qu'on t'a pas vu. Fait qu'on veut voir comment tu réagis à tous ces dossiers qui ont pris une expansion dans certains domaines. Hydroxychloroquine, c'est maintenant prouvé que c'est efficace de façon prophylactique, donc pour prévenir, comme tu l'as dit, et tous les cas qui commencent à développer des symptômes liés au coronavirus, c'est prouvé, ça fonctionne. Il y a toute une série de pays qui ont adopté ce traitement-là. Et je vous ai envoyé, Richard, à toi et à Gilles, à toi, puis toi tu le feras suivre à Gilles, le tableau de performance du traitement en fonction des pays qui l'ont adopté. Aux États-Unis, les médecins qui l'ont adopté ont un taux de succès d'au-delà de réduction de 84% des cas qui développent la maladie de façon grave. Et la plupart sont sauvés, ceux qui développent la maladie. Également, aux États-Unis, on a un groupe de médecins au Texas ont découvert que quand ils appliquent un médicament contre l'asthme, qui a pour effet de réduire l'inflammation des poumons, ils sauvent tous leurs patients, 100%. Ils ont au-delà de plus de 500 patients de traités qui étaient hospitalisés avec ce problème-là ou démontraient des symptômes graves. Alors, ils mettent ça dans un petit nébulisateur, ça fait une petite vapeur, ils le respirent et ils font le traitement 3 fois par jour et en 4 jours, ils sont revenus parfaitement. Parce que les gens qui développent le problème avec le coronavirus, ils meurent à cause que les poumons gonflent et ils n'arrivent plus à respirer. Alors, ces 2 traitements-là sont spectaculaires, ils fonctionnent. Tu me parlais de l'Allemagne. La semaine dernière, 1000 médecins, et si ce n'est pas plus, mais au moins 1000, là, ont signé un document demandant que l'hydroxychloroquine soit utilisée pour tout le monde pour soigner cette mascarade qu'on nous a imposée. Dans les écoles actuellement, là, nos enfants rentrent là, il faut qu'il y ait une distanciation avec le petit copain, il faut qu'ils circulent dans l'école avec le bandeau sur la bouche. Et puis, eux risquent pas d'en souffrir et d'en mourir, mais ils risquent de l'apporter avec eux à la maison. Qu'ils reviennent à la maison avec une petite bouteille ou avec un petit... Mais même pas. S'ils en apportent ça, les parents vont avoir à même. L'enfant revient de l'école avec l'hydroxychloroquine, une capsule par jour. Les adultes, les vieillards, mais plus pas de problème. que ça, Richard,
les gens qui sont asymptomatiques, qui Oui. ne toussent pas, OK? Oui. Qui ne se crachent pas dans les mains puis ne le mettent pas sur une poignée ou un comptoir, là. Les gens qui sont asymptomatiques ne sont pas des vecteurs de transmission. Bien que l'Organisation mondiale de la santé soit revenue sur cette déclaration, ils ont fait la déclaration et par la suite, ils ont reçu des pressions des pharmaceutiques et ont dû se rétracter. Le fameux médicament qui était supposé d'être si miraculeux, vous vous souvenez, il y a quelques mois, Le Remdesivir. Le Remdesivir. exactement. Alors, toutes les études ont démontré que c'était un échec. Et qui est la pharmaceutique qui payait des publicités et des journalistes? Parce qu'un jour, il faudra parler de la corruption des journalistes. Eh bien, qui payait des enveloppes brunes aux journalistes pour discréditer l'hydroxychloroquine? La même compagnie. C'est ce qui est ressorti dans cette mascarade, c'est la corruption. La corruption de l'Organisation mondiale de la santé, la corruption du système médical, la corruption du système scientifique, toute la recherche des pharmaceutiques. Ça fait longtemps qu'on sait que les pharmaceutiques assassinent les gens, soit en leur prescrivant des médicaments qui sont dangereux, ou encore en assassinant des docteurs, des médecins qui font des recherches. On en a parlé, ça, dans des vidéos randières précédentes. Tout près d'une centaine en 4 ans. Qui sont morts d'accidents d'automobile. Tous en contact, oui. qui faisaient une recherche sur le cancer et qui avaient trouvé une façon de traiter le cancer qui coûtait très, très peu, tout comme l'hydroxychloroquine. Mais là, c'est ça l'histoire. Est-ce que je peux t'amener sur... On passe un Mais là, aiguillage, on n'a pas parlé de l'Europe, là, puis du Moyen-Orient que tu voulais qu'on parle. Ah ben oui, qui est une bombe à retardement pour déclencher une troisième guerre mondiale. Alors, on diffère de point de vue sur ça, mon cher Richard. Et pourquoi? Parce que dans cette grande pièce de théâtre-là, dans cette redistribution des cartes, comme tu l'avais déjà interprété, la Chine, Israël, la Russie et quelques autres pays sont de mèche pour mettre en place le nouveau système économique à travers de ce que l'on appelle la nouvelle route de la soie. On en a parlé à quelques reprises. Oui. Alors, pourquoi le port du Liban explose à ce moment-ci? C'est que le port de Haïfa est prêt maintenant à entrer en service puisqu'il a été agrandi par le gouvernement chinois et modernisé par le gouvernement chinois. En détruisant le port de Beyrouth, le port de Haïfa est maintenant prêt pour rentrer en service pour la nouvelle route de la soie. Où avez-vous entendu cette explication? Non. On a dit que la date où le port de Beyrouth a explosé, c'était un anniversaire de la bombe atomique à Nagasaki. Alors, c'était comme... du théâtre. Mais encore, c'est ça, oui. Du théâtre. Alors, l'aiguillage... la mascarade, on a compris que c'est pas juste la mascarade du virus. L'aiguillage sur lequel je voulais t'amener maintenant, c'est, OK, l'OMS, on les sent, c'est pourri, etc. Même s'il y a eu du bon monde là-dedans. Là. Il y a souvent du très bon monde qui sont manipulés, utilisés à leur corps défendant et même à leur... sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont le jeu de porte-parole d'affaires qui sont fausses au départ, mais qu'ils croient finalement que c'est vrai que là, il y a vraiment un coronavirus. C'est vrai qu'il y en a un. C'est vrai qu'il y a vraiment dans les urgences des gens qui sont pris des poumons, qui sont pris de maladies graves, etc. Mais tout ça est exagéré, détourné, puis finalement, au bout de la ligne, tout le monde est perdant. Mais les plus grands gagnants, c'est l'autre piste, le FMI. Les banques centrales, l'argent. Et on sent qu'il y a des places où on nous dit, vous allez être obligé d'avoir le vaccin et si vous ne l'imposez pas à vos citoyens, le FMI vous retire l'argent, vous retire les prêts, vous baisse votre cote, etc. Les pays sont coincés, là, manipulés à l'os. D'un côté, c'est la santé des gens. De l'autre côté, ben, c'est le sang de notre économie, c'est l'argent. Alors, reprenons, là, tu as comme 2 points là, que tu viens de toucher. Là.
Premier point, les grandes organisations internationales. Vous vous rappelez que mon domaine, ma spécialité, c'est la lutte au blanchiment d'argent. Exact. Il y a une grande organisation internationale qui s'appelle le GAFI, qui est basée à Paris, qui émet toutes les règles elle a été créée, cette organisation-là, par l'OCDE, et par la suite, avec le nombre, la force du nombre, ils ont réussi à l'imposer de façon internationale. Alors, cette organisation-là, j'ai déjà expliqué qu'elle impose des normes, des standards. C'est exactement ce que l'OMS fait. Alors, les technocrates, on a déjà parlé des technocrates, les technocrates poussent des politiques. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec, entre autres, la lutte au blanchiment d'argent? C'est qu'elle a, entre autres, au Mexique, augmenté le marché noir et le marché gris. Parce que tu forces des règles sur la population qui sont préparées par des fonctionnaires dans des bureaux qui ne sont jamais allés sur le terrain. Alors, ils s'imaginent toutes sortes de petits trucs pour contrôler et gérer la criminalité, alors qu'en réalité, ça la stimule dans la pratique. Et ce que l'on fait, c'est qu'on s'attaque aux petits bandits plutôt que de s'attaquer aux gros bandits. Alors, les bandits à cravate, comme on les appelle. Ouais. Alors, la même chose du côté de ce qui s'est passé avec l'OMS. Il y a des gens de bonne foi à certains degrés de l'organisation, mais ils mettent en place des politiques basées sur des recherches qui sont fournies par des gens qui ont des intérêts. Pensons à la fondation Bill Gates. Je sais que c'est là que tu veux m'amener. Alors, eux, ils ont donné et subventionné des programmes de l'OMS. Ils sont amis. Faut pas penser que les gens à ces niveaux-là, c'est pas des amis, puis ça se fait pas des faveurs, puis ça se rend pas des services, là. Parce que la corruption, on l'a bien dit, elle est partout. Et puis, je m'excuse, mais dans les institutions internationales, quand il y a des Africains et des gens du Maghreb, de l'Asie, de l'Amérique latine, ils sont tout aussi, sinon plus corrompus que nous de l'Occident. Et ce n'est pas du racisme, c'est une réalité. Et ça, là, il faut le dire, que ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils sont d'un pays pauvre qu'ils sont honnêtes. Loin de là. Bien souvent, ils ont eu à marcher sur la tête de leurs concitoyens, de les écraser. Écraser, là, dans tous les sens du terme, pour arriver au poste où ils sont. Donc, ce ne sont pas des anges. Ça, c'est très important de le comprendre. Alors, oui, ce que tu me décris, c'est ce que a vécu le Bélarus, alors qu'ils ont un président qui est plus de type que nous, on dirait dictatoriel. Alors, il a reçu une offre. L'offre était, vous fermez vos frontières, vous adoptez nos commandements et nous allons vous débloquer une ligne de crédit. Et si vous ne le faites pas, attention, vous aurez une révolution populaire financée par notre ami M. S, qui les a toutes financées au Moyen-Orient. Donc, Zorro, tu veux l'appeler Zorro? Zorro, Monsieur Zorro. Oui, Monsieur Zorros. À l'envers. Monsieur Zorros. Alors, mais lui, c'est juste un autre pantin, là. C'est un autre porte-parole. Ouais, il faut mais se rappeler Monsieur de S, ça. je pensais que c'était de lui dont tu voulais parler. Oui, c'est de lui que je veux parler, parce oui, que c'est certain. lui qui a financé la révolution, là, les révolutions au Moyen-Orient, Oui. puis en Ukraine, puis tout ça. Mais l'argent, elle venait d'où? Qui l'imprimait? Qui l'imprimait, cet argent-là? Comment il est devenu si riche, ce monsieur? Puis comment s'il est si méchant qu'on nous le fait croire, comment ça qu'il est encore vivant? L'autre fois, là, il y a quelques mois de ça, il y a un général iranien là, qui a reçu un drone sur la tête puis qui l'a coupé en petits morceaux. Là. Oui. Alors, comment ça que M. S, ils savent pas où il est, ils peuvent pas lui régler son compte s'il est si méchant que ça? Encore une fois, du théâtre. Il fait l'affaire dans le grand théâtre. Il est un des personnages clés, indispensables et importants, et il joue son rôle. Il joue pour une faction. Est-ce que tu n'as pas l'impression, Jean, que quand on regarde, comme tu nous dépeins toute la situation, là, tout se place pour qu'en 2023, toutes ces personnalités soient mises au banc des accusés
parce que ça va être devenu tellement courant qu'on va connaître leurs noms, qu'on va connaître leurs allées et venues, on va connaître leurs méthodes d'opération pour corrompre les gens, des petites jusqu'aux grandes sociétés, jusqu'à la mondiale totale, pour qu'à un moment donné, il y ait un flot qui vient d'en dessous, comme diraient les extraterrestres après le COP 15 2009 à Copenhague. Après 3 ans, les autorités n'ont pas compris. Maintenant, on va pendant 10 ans partir du peuple. Et ça va monter comme un raz-de-marée souterrain pour faire basculer le tout avec un surrender, un rendez-vous, qui va être un meeting pour certains, c'est sûr, et pour d'autres, ça va être abdication, abandon, rendez-vous. Et là, le monde va être basculé parce que là, le pouvoir ne sera plus dans les mains de ceux qui pensaient l'avoir, parce que c'est le pouvoir de l'ensemble. Ensemble est le mot-clé présentement. Tout doit être mis ensemble. Les faibles, soyez ensemble. Les intelligents, soyez ensemble. Ceux qui ont détecté, soyez ensemble. Ne vous divisez pas. Restez unis ensemble. L'union fait la force. Eux, ils se battaient entre eux, comme disait le Christ dans le temps, tout royaume divisé en lui-même et voué à sa perte. Et comme ils tirent la couverte chacun de leur côté, maintenant peut-être qu'ils commencent à avoir une espèce de collaboration entre eux autres. Là. Tu sais, c'était le plan médical, le plan financier. Il va rester le plan militaire, là, qui va nous présenter des extraterrestres qui viennent envahir la Terre. Là. Ça va prendre l'armée de l'espace pour leur faire face. Bon, beaucoup de choses dans ce que tu... Je t'amène tout sur la table, Jean, on t'a pas souvent, fait que pendant qu'on t'a, on en profite. Alors, prenons les acteurs de la mascarade. Peu importe ce qu'il arrive à partir de l'inauguration du président des États-Unis, il va y avoir nettoyage. Nettoyage qui sera progressif, mais qui sera fait durant les 4 prochaines années. Ça, c'est certain. Parce que peu importe la direction qui sera prise, on devra changer d'acteurs de soutien et d'acteurs vedettes. Alors, je tiens tout de suite à rassurer les gens qui nous écoutent, qui sont très inquiets à propos des inoculations, des V. Oui. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas qui sera obligatoire. Oui, c'est ça. Mais okay? on sait déjà qu'ils vont dire, si vous ne le faites pas pour vos enfants, puis vous ne le faites pas pour vous, vous perdez la garde de vos enfants, etc. Non, vous pourrez rentrer, vous ne pourrez pas rentrer dans un centre d'achat si vous n'avez pas eu. Tous les acteurs de cette pièce de théâtre vont passer à la guillotine. On va dire au sens figuré. Oui, mais par qui? Pardon? Par qui? Les médias sont payés pour endosser les médias toute cette vont passer à la guillotine aussi, là. Ah bon. Alors, c'est ça, là, le surrender? Ils vont... Mais est-ce que... Qui sera en arrière de ça? Est-ce que ce sera les gens, comme tu le prétends, ou ce sera ceux qui ont orchestré ça, qui ont compris qu'ils ont été le plus loin qu'ils pouvaient avec cette histoire-là? Vous rappelez-vous que suite au 11 septembre 2001, notre grande préoccupation, c'était les terroristes. C'était les terroristes jusqu'à COVID, jusqu'à la mascarade. Tout était fait pour empêcher le terrorisme. On a commencé avec Al-Qaïda, avec Ben Laden, Al-Qaïda, ISIS après ça. Puis après ça, il y en a eu d'autres. Hein? ISIS, Daesh, là, en français. Là. Bon. Oui. Alors, puis pendant ce temps-là, il y avait tout le temps le même drapeau. Il se passait le drapeau d'un à l'autre, bien sûr, parce qu'on changeait d'acteurs les acteurs et les acteurs de soutien là, de cette pièce de théâtre-là. Donc, qui tire les ficelles actuellement pour cette mascarade vont vouloir se défaire de ces gens-là qui seront devenus du bagage. Alors, il y en a qui on leur offrira une belle retraite dorée et il y en a d'autres qui leur arriveront quelques malencontreux accidents parce qu'ils comprendront pas que leur rôle a pris fin puis ils ne l'accepteront pas. Alors, ça c'est un des possibles et selon moi, là, on va commencer à savoir si on est orienté sur ce chemin-là dès septembre, octobre, novembre. Et pourquoi? Bien, ça m'amène sur l'après-COVID. C'est ça que tu m'as amené sur cette piste-là. Eh bien, Richard, contrairement à toi,
Oui, il y a une menace extraterrestre, mais ce n'est pas celle à laquelle tu penses, mais c'est bien celle des météores et des objets célestes qui vont venir, qu'on va nous dire, qui vont venir frapper la Terre. Alors, voici mon hypothèse. J'en suis pas certain, aussi certain que d'autres hypothèses que je vous ai soumises dans le passé, mais voici ce que je vois se tramer actuellement. On se sert toujours des médias alternatifs pour tester les concepts. Déjà en septembre, octobre, novembre, décembre, on avait déjà des signaux avant-coureurs que la mascarade aurait lieu. C'était déjà dans les médias alternatifs. Et ça sort toujours en premier dans les médias alternatifs. On gonfle l'affaire en crise majeure et après ça, c'est repris par les médias conventionnels qui la manipulent comme on souhaite qu'elle soit manipulée afin de faire avancer l'agenda. Alors, quelle est la crise sur laquelle ils nous testent actuellement, qu'on nous teste? Alors, c'est l'impact de météorites. C'est la menace extraterrestre, mais pas comme on l'avait entendu. Même s'ils ont diffusé des films faits par un avion de chasse américain qui suivait un ovni, puis que là, Trump a déclaré il y a quelques jours à peine au mois d'août, on va instaurer un organisme très officiel d'enquête sur les ovnis. J'y viens. Okay. Alors, les météorites vont passer proche de la Terre. On a d'ailleurs fermé tous les grands télescopes. Il y a plus de 100 télescopes qui sont présentement fermés dû à la mascarade. Et ça, c'est dans space.com. C'est sur mon lien Telegram, et si Gilles veut le revoir, mais je pense que je t'ai même envoyé le lien là-dessus. Alors, space.com, c'est un site d'astronomie là, connu. Là, il n'y a rien d'alternatif dans ça. Là, c'est du très conventionnel. Ils ont confirmé plus de 100 télescopes étaient fermés. Pourquoi? On ferme ces télescopes, les objets se rapprochent. On en aura un en septembre et on en a un 2 jours avant l'élection américaine. Et celui qui viendra 2 jours avant l'élection américaine, alors ce qui est important de comprendre, c'est comment la distance est calculée. On dit que cet objet va venir à 4000 km et quelques de la Terre. C'est très, très proche, ça. Or, le 4000 km est calculé à partir du centre de la Terre. C'est ce qu'on appelle en anglais le radius, et en français, on dit j'ai oublié le terme rayon, en français. Le rayon. Oui. Alors, la Terre, elle a 6000 km à partir de son centre, plus ou moins. Alors, l'objet vient à 4000 km. Il frappe la Terre. Alors là, je t'entends plus, Richard. Je ne sais pas si c'est de mon côté. Il va frapper la Terre. Ah ouais, c'est ça. Bon, je m'excuse. Oui. Pardon? Il va frapper la Terre. Effectivement. Ah oui. Il va frapper la Terre. S'il est plus petit que le rayon de la surface de la Terre au centre, 6000 km, à 4000 km, il est en plein dessus. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet objet-là va nous frapper. Alors, voici mon analyse. S'il frappe dans l'océan, s'il y a quelque chose qui frappe dans l'océan, ce sera vrai. Pourquoi? C'est parce que dans l'océan, quand l'objet frappe l'océan, il y a une vague de fond qui est créée, un tsunami, et qui part dans toutes les directions. Et c'est dévastateur et ils n'ont pas de contrôle sur un événement comme celui-là. Donc, s'ils frappent l'océan, on saura que c'était vrai et qu'ils n'ont aucun contrôle. Ma théorie, cependant, c'est qu'on sait, grâce à Richard Dolan et plusieurs autres, Catherine Fitz et d'autres, qu'il y a un budget secret, un black budget aux États-Unis, et on soupçonne depuis des années qu'il a été investi dans le développement de technologies, dont les technologies spatiales. Donc, théorie, et les objets se rapprochent, ils les repousseront grâce à cette technologie-là, peu importe ce qu'elle est, qu'elle soit des fusées avec des pétards,
ou que ce soit des technologies antigravitationnelles, peu importe. Ça m'importe peu dans notre discussion. Ils vont repousser ces objets-là. Ces objets-là ne frapperont pas la Terre. Ils seront placés dans d'autres orbites. Et ce qu'ils feront, c'est qu'ils utiliseront les arbres en orbite, comme les rods de Thor, qu'on a déjà parlé, qui avaient frappé un port en Chine, où il y avait le superordinateur qui avait servi à espionner les États-Unis et à collecter l'information de tous les dossiers de sécurité des employés des États-Unis. Alors, cette technologie-là, qui est peut-être celle qui a été utilisée aussi à Beyrouth, parce que c'est une explosion qui fait penser à une explosion nucléaire quand ça frappe les rods de Thor. Ouais. Thor comme Thor, là, le super-héros. Ben, il y avait déjà un feu à côté de l'entrepôt où il y avait beaucoup d'éléments explosifs, là. Mais il y avait déjà un feu provoqué par un type qui faisait de la soudure, dit-on. Ben, un feu, c'est ça. Un feu, ça tombe bien, par exemple, quand sur les vidéos sur YouTube, on voit l'objet. On le voit, hein, sur les vidéos sur YouTube. Ah oui, il vient frapper? Il vient frapper. On l'a vu. Alors, donc, une grande ville sera frappée. Parce que c'est toujours le même scénario. Et on dirait que ces gens-là, ils manquent d'imagination, hein. Alors, une grande ville sera frappée et il y aura une dévastation importante dans une de ces grandes villes-là qui sera frappée supposément par un de ces objets. Et là, on nous annoncera que nous entrons dans une ceinture d'astéroïdes, comme sur les médias alternatifs, on nous le dit déjà, où il y aura de plus en plus d'impact. Donc, on créera la peur dans la population. Et là, le programme Space Force viendra tous nous sauver. Et alors que tout sera perdu parce qu'ils ne pourront pas toutes les arrêter, c'est là que peut-être des amis dont tu nous parles depuis si longtemps feront leur apparition et pour lesquels on a commencé à nous préparer avec les vidéos de la Navy depuis déjà 2 ans. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que tu viens de dire, Jean. C'est à mon tour de te parler, mais laissons porter le temps. Il faut donner du temps au temps pour confirmer tout ça. Et c'est sûr qu'on se rapproche de beaucoup de textes prophétiques. Les étoiles tomberont sur la terre. Une grande ville dont on avait déjà identifié qu'elle était sur le 45e parallèle. Je dois dire qu'ici au Québec, il y a des grands initiés qui quittent la région de Montréal. Des gens très en position clé qui ont décidé de déménager. Est-ce que c'est Montréal qui est sur un 45e parallèle? New York est déjà plus bas, beaucoup plus bas, même s'il y a des gens qui ont cru que ça pouvait être elle, la ville de New York. Ça pourrait être l'occasion que ce soit en plein cœur de la Chine aussi, pourquoi pas? Tout à fait. Ça fait le tour de la planète. Non, mais je fais allusion grandes... à des prophéties, Jean. Je pourrais étayer tout ça par des prophéties qui apportaient déjà des visions, soi-disant, de la Sainte Vierge, qui voyait des choses, puis qui prévenaient des enfants qu'il y aurait ça. Mais l'hémisphère sud semble protégé, de toute façon. On a parlé de Saint-Jean-Bosco avec un ami du Brésil il n'y a pas si longtemps, mais l'avenir du monde dans l'hémisphère sud est comme protégé comparativement à ce qui nous attend sur l'hémisphère nord. Alors, on n'a pas fini d'avoir des cauchemars, puis d'avoir toutes sortes de problèmes qui vont avoir l'air invraisemblables. Et puis, tu sais, il y a des ouragans qui frappent les États-Unis actuellement. Oui, effectivement. Et alors, on est en avance sur le nom la séquence des noms des ouragans. On a eu plus de tempêtes qui se sont succédées depuis le début de la saison. Ah oui, on est rendu à Marco. Normalement. Avec Marco, ça veut dire qu'on est rendu déjà à la lettre M, qui est le milieu de l'alphabet de 26 lettres. La 13e, c'est M, qui est à moitié faite d'un bord, puis la moitié faite de la même manière de l'autre bord, qui est la lettre M. Et on se souviendra de Katrina, qui avait fait un désastre en Louisiane. Mais Katrina, c'est le C ou le K, je me souviens plus. C'est je crois que c'est un K. C'est écrit avec un K. C'est un K. Ah bon, A, B, C, D, E, Alors, G, H, I, J, il y en a K, plusieurs L, M. à On chaque était pas année. loin, ouais.
Ça, mais il y en a plusieurs, puis on est en avance. Là, on est encore au mois d'août, là, on n'est pas au mois de septembre. Oui, en effet. Alors, on est dans en avance. le dernier samedi du mois de septembre, du mois d'août. Alors, pendant ce temps, Oui. en Chine, ils ont des pluies diluviennes qui n'arrêtent pas Oh. et que leur super barrage des 7 gorges est même désaxé. Ils ont finalement confirmé que c'était vrai. Alors, pendant plusieurs semaines, les Chinois démentaient que le barrage était déplacé, était déphasé, parce que sur des photos sur Google Earth, on le voyait qui était déformé. Et les Chinois disaient que c'était des problèmes d'assemblage des photos. Dans les photos satellites, on fait des différentes des épaisseurs qu'on appelle, on les racole, bon, tout ça. Il y a de la manipulation pour faire en sorte que toutes ces photos-là se tiennent et Alors, ils ont finalement avoué et ils ont même laissé au moins un, sinon 2 barrages être emportés par les crues. Et il y a c'est terrible ce qui se passe en Chine parce que le débordement de leur principal fleuve, le Yangtze, et vous vous rappellerez qu'on en a déjà parlé il y a 2 ans. Je vous avais dit, leur problème, c'est leur fleuve. Je vous avais déjà parlé de ça. Je vous avais dit, gardez un œil là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça déborde. Et en débordant, en plus d'inonder de grandes villes, des villes très importantes, eh bien, c'est les terres arables qui sont arrachées. Ben oui. Et donc, toute l'agriculture, tout ce qui nourrit la Chine, parce que ça prend de l'eau pour nourrir. Donc, évidemment, ils ont mis leur industrie agricole près de ce grand fleuve pour pouvoir nourrir leur population. Et donc, la Chine est présentement sous une pression très, très forte, une pression sociale, économique. Et c'est pour ça qu'on voit cette initiative de la Chine dans la mer de Chine, la mer en Asie, là, entre la Chine et Taïwan et les autres. Oui, la mer de Chine. Bon, et puis, ils font pression des exercices militaires, ils tentent l'intimidation parce que ils ont besoin de créer des escarmouches, comme c'est arrivé en Inde. On en a parlé la dernière fois que j'étais avec vous. Oui. Ils ont besoin de ça pour essayer de maintenir la cohésion de leur peuple, parce que je vous ai déjà expliqué que tout comme il y a les problèmes, les troubles sociaux, les révoltes aux États-Unis, la même chose est vécue en Chine. On se souviendra de Hong Kong avant la mascarade. Eh bien, ils ont une trentaine de foyers d'insurrection en Chine. Et il y a même des membres du Parti communiste, la semaine dernière, qui ont publiquement dénoncé le président Xi et pour dénoncer sa mauvaise administration de la crise, de la crise de la mascarade, mais aussi des inondations, etc., et même de sa gestion économique envers les États-Unis. Parce que je veux te corriger sur un point, ou pas te corriger, mais plutôt apporter un autre éclairage à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais la pression sur le dollar américain, tout ça. Oui, ça c'est une des factions qui cherche à déstabiliser le dollar américain. Mais savez-vous que les bons du trésor chinois, la Chine émet toutes sortes de bons, que ce soit la Chine elle-même, le pays, mais que ce soit des provinces, des États, des provinces en Chine, des entreprises de l'État, des actions d'entreprises chinoises. Eh bien, qui sont les principaux titulaires de tous ces bons-là? Pas les États-Unis, pas les Américains. Des Américains, soit des individus, des entreprises ou même le gouvernement américain. C'est le retour de l'ascenseur. Il y a un temps où c'était les Chinois qui prenaient des bons du trésor américain, puis là, c'est rendu les Américains. Alors, c'est encore vrai. Et c'est ça le grand paradoxe. Et c'est pour ça que je vous parle d'une grande mascarade, parce que les États-Unis sont les plus grands détenteurs de bons chinois et les Chinois sont les plus grands détenteurs de bons américains. Alors, les choses ne sont pas si simples qu'on veut bien nous le laisser croire. Quand on écoute nos médias conventionnels, on nous dit c'est donc terrible, les Chinois tiennent les États-Unis par, on dirait, des couilles. Oui. Hein? Oui. Bon,
Mais pendant ce temps-là, les Américains en ont encore plus de bons et d'autres papiers, là, de contrôle d'action, etc., d'entreprises ou de projets du gouvernement chinois. Donc, attention. Alors, si la mascarade achève et se termine, elle devrait se terminer bientôt parce que là, l'économie, la production, il y a des entreprises qui ne reçoivent pas les sous-traitants qui devaient fabriquer certaines petites pièces. Tant que les petites pièces n'arrivent pas, on ne peut pas fabriquer le gros morceau parce que... Tout à fait. Et là, c'est une économie qui est très chancelante. On s'est endetté, mais par-dessus la tête tous les pays, tous les individus. La société est désorganisée, puis on est en train de désorganiser la psychologie de notre future génération, les enfants qui savent plus où donner de la tête avec le masque, avec la distanciation, avec à qui on parle, quand est-ce qu'on va à l'école, quand est-ce qu'on n'y va pas, la vaccination qui nous est menacée d'être une obligation bientôt. Tu nous laisses entendre que tout ça, là, c'est déjà un film qui est fini, qui va mourir de sa belle mort avec l'hiver qui vient. Tout à fait. Et après, on passe à une nouvelle étape. La nouvelle étape, ça va être la peur des astéroïdes, là. Non, ça ne réglera pas les astéroïdes, les problèmes économiques. C'est ce que j'entrevois. Écoute, c'est ce que j'entrevois. Bon, oui. C'est ce que j'entrevois. Ou l'autre scénario, c'est une guerre, entre guillemets, là, entre deux blocs. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Ben, c'est ça. C'est le bloc de la route de la Chine et le bloc qui sera autour des États-Unis, qui inclut alors là, on démantèle le BRICS. Le BRICS, c'est fini. On voit que le Brésil fait maintenant partie de l'alliance avec les États-Unis. Donc, comme je vous avais déjà dit, est-ce que c'est une grande mascarade pour faire en sorte que Donald Trump soit le sauveur des États-Unis, sorte les États-Unis de toute leur guerre, réorganise l'économie à travers des Amériques, de haut en bas. Mm-hmm. On lui donne l'Australie, la Nouvelle-Zélande, quelques pays en Asie, Malaisie, Indonésie peut-être, probablement des pays musulmans. Hein? Vous voyez ce qui se passe là? Ils ont fait l'accord entre avec l'Israël, là, avec les États-Unis. Les pays arabes, là, les pays arabes et puis Israël, là, c'est ça, merci. Hein? Des fois, j'ai de la misère à traduire les termes, là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le bloc de la route de la soie est en train de bien se structurer. Pendant ce temps-là, les Américains sont en train de restructurer toutes les Amériques, entente avec le Mexique de plus en plus solide, avec le Brésil en bas, qui est la plus grosse économie et la plus importante économie pour l'avenir. Alors, ça, c'est très important des Amériques, là, plus que le Mexique encore, à cause de toute leur richesse naturelle qu'ils ont. Mais c'est très important. Ensuite, le Venezuela, qui est une des plus grandes réserves pétrolières au monde. Donc, tout ça est en train de se placer. Donc, le héros ramènera les Amériques là, dans son giron. Et pendant ce temps-là, la Chine, avec ses deux compagnons, prend le contrôle avec la nouvelle route de la soie. Donc là, on a deux entités qui sont prêtes à s'affronter si il y avait besoin. Si la première, ma première théorie ne tenait pas la route, celle qu'on teste actuellement dans les médias alternatifs, parce que c'est testé régulièrement, hein? Et puis dans le truc des astéroïdes. Et ça a été... Puis là, ils ont commencé à le passer dans les médias conventionnels. Donc, on voit là qu'il c'est un... En politique, on dit des balloon trials, là, des essais avec des ballons. Là. On lâche des ballons puis on voit qu'est-ce qui arrive. Bon, alors là, c'est ça qu'on fait. Là. On essaie de voir comment ça réagit à cette nouvelle-là. Est-ce que des gens paniquent? Quelle est la réaction? Donc là, ça va leur donner l'indication s'ils vont dans cette direction-là ou la direction de la guerre. Cependant, je veux vous ramener une autre chose. Si vous retournez à mes vidéos d'il y a 4 ans, on a fait ensemble, je vous ai dit, Donald Trump, c'est un président de paix. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, absolument. Même le public s'en souvient très bien. Alors, c'est un homme des hôtels. Il y avait des hôtels. Tu peux pas avoir loué des chambres d'hôtel si tu es en guerre dans des pays en guerre. Exactement. Il a même essayé d'aller. Il a même essayé de faire de la business avec Kim Jong-un en Corée du Nord. En disant, regardons les belles plages qu'il y a ici. Hey, on voudrait faire des hôtels ici. Ah oui. Exactement. Et puis, qu'est-ce qui se passe?
4 ans plus tard, dans le discours au congrès de la chefferie, là, qui n'est pas vraiment un congrès à la chefferie, au congrès du Parti républicain, je vous ai envoyé une vidéo de Richard Grenell, qui était le directeur de l'agence de renseignement DNI. OK? DNI. Il est homosexuel et il était ambassadeur en Allemagne. Et il a été, pendant une courte période, il a été en charge de la transition dans ce département-là. Alors, Department of National Intelligence, je crois que c'est ça, le DNI, que ça représente. Peu importe. Alors, c'est lui, entre autres, qui a sorti les documents qui ont démontré, il y a quelques semaines de ça, avant qu'il quitte, qui ont démontré que tout le dossier qu'ils avaient monté sur Trump et comment il y avait eu de la collusion avec la Russie, c'était de la fumisterie et qu'il y avait même des actes criminels qui avaient été commis. Alors c'est lui, il a déclassifié l'information qu'il prélevait un peu à gauche et à droite là avec les systèmes d'écoute, parce qu'on se rappelle, tout est écouté, tout est enregistré, hein, et même quand nos appareils, on pense qu'ils sont fermés, ça enregistre encore si on souhaite les commander à distance. Alors, il a déclassifié cette information-là. Et pourquoi je vous ai présenté, je vous envoie cette vidéo-là, c'est que c'est un gars qui est très, très, très important, même si vous ne le connaissez probablement pas. Et il a dit dans son discours, c'est hier soir, le 26 août, il a dit « Le président Trump est un bon président et n'est pas un président de guerre. » Et pendant ces 4 ans de son administration, aucune nouvelle guerre. Aucune nouvelle guerre. Et ça, je vous l'avais prédit il y a 4 ans de ça. Oui. Et on arrive à l'élection, là. C'est le moment du bilan. Alors, Jean, on va faire une pause. On va continuer dans quelques instants en club créé. J'aimerais savoir quel est, d'après toi, l'agenda de Trump pour les mois, les années de son mandat, là. Et y aura-t-il aussi des alternatives devant certains événements dont on pourra parler pour voir comment tu vois là, le scénario à venir? Une chose importante avant qu'on se laisse, Richard, je veux revenir sur ce que tu avais dit parce que j'avais émis deux scénarios, là. Un scénario où les acteurs de la mascarade seraient purgés. Oui. Et l'équipe qui manipule, le producteur de cette pièce de théâtre serait encore en business, encore en affaires. Bon, l'autre alternative, c'est la suivante. C'est ce qu'on a commencé à voir. C'est que le peuple se soulève. Mais ça doit être fait de façon intelligente. Et pas une révolution, mais une évolution. Il est important de comprendre qu'au Québec, en France et partout ailleurs dans le monde, dans la plupart des cas, tous les partis politiques ont été unanimes sur l'emprise ou sur toute cette mascarade à laquelle nous avons été soumis. Donc, c'est très important de comprendre que la solution passera par des candidats politiques indépendants qui seront nos représentants, qui seront activistes pour l'humanité, pro-humanité. C'est fini les partis politiques. Si vous pensez encore voter pour un parti politique à la prochaine élection, vous faites erreur. Au Canada, en France, votez pour des indépendants. C'est la seule solution. Il n'y a aucune autre solution et c'est beaucoup plus difficile corrompre des indépendants que de corrompre des partis politiques. Parce que des partis politiques, tu vas chercher 2-3 têtes de partis politiques et tu contrôles le tout. Alors que si tu veux ramener tous les indépendants dans ton giron, bien, il faut que tu fasses de la pression sur chacun. Et pas tout le monde est corruptible dans notre société. Et c'est ça qui est important de se rappeler. En terminant, on se rappelle que tu as un site Internet accessible à tout le monde, avec même l'outil de traduction, là, si c'est en anglais, parce que tu as tendance à aller beaucoup chercher des dossiers en anglais. Oui. Tu as déjà tout placé ça sur ton site? Alors c'est un nouveau réseau, c'est pas un nouveau réseau social, il existe depuis plusieurs années, sauf qu'il prend une expansion incroyable alors que la censure fait rage sur Facebook, Twitter, etc. Ouais. Alors ça s'appelle Gab, G-A-B.com, vous allez mettre le lien sous le vidéo, /Jean de Flore.
Alors là, vous retrouverez les articles que je vous cite lors de ces entrevues, mais aussi j'ai épinglé en haut de page comment écouter une traduction d'une vidéo sur YouTube, comment l'activer et aussi comment traduire avec son navigateur si vous êtes sur Firefox. Mais les mêmes principes s'appliquent sur d'autres navigateurs. D'ailleurs, sur Chrome, la traduction se fait automatiquement si vous le choisissez. Alors, quand le Chrome vous demande, voulez-vous traduire en français, vous cliquez sur oui et le texte apparaît en français. Ceux qui utilisent Firefox, vous additionnez ce qu'on appelle un add-on. Ils appellent plus ça un plugin aujourd'hui, ils appellent ça un add-on. Une extension. Et puis, une extension, merci beaucoup. Et puis, vous suivez les instructions, tout est là, tout est en français dans ce que je vous ai mis. Donc, c'est pas en anglais, c'est en français. Vous avez qu'à lire et suivre. Pas besoin de s'inscrire, mais moi, j'aimerais bien que les gens s'inscrivent à Gab parce que c'est le réseau social de l'avenir. Ils lanceront bientôt Gab TV dans les prochaines semaines et moi, j'ai recommandé à Richard d'être prêt à faire la transition là-bas parce que dans la guerre de l'information, on n'a pas fini de citer à la censure surtout d'ici les élections américaines. On va voir d'autres étapes de censure. Et si les démocrates suivent leur plan de ne pas reconnaître l'élection et d'étendre ça jusqu'au mois de janvier, bien c'est certain qu'il y aura énormément de canaux qui seront coupés. Et il ne faudrait pas penser qu'avec la mascarade qui se poursuit au Québec, que les gens que vous écoutez, vos favoris, qu'on a déjà parlé à ces émissions-là, incluant Richard, ne seront pas coupés à un moment donné. Parce que la pression sera telle qu'on va couper tout le monde. Et puis, donc, je vous invite à tout de suite aller ouvrir votre compte là-bas. Ça coûte rien. Puis ceux qui ne veulent pas ouvrir un compte comme ils étaient inconfortables de le faire sur Telegram parce que ça prenait un numéro de cellulaire ou un numéro de téléphone, bien, vous n'en avez pas besoin là-bas. Vous pouvez nous regarder sans vous enregistrer. Mais je vous invite à vous enregistrer puis aussi soumettre vos commentaires. Alors, et puis, j'aimerais que vous réagissiez, pas seulement en dessous, mais aussi sur ce canal-là, à ce que j'y mets. Ben, bravo, Jean. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Richard. On continue dans le Club Créé maintenant, dans quelques instants. Merci. À bientôt. Et Geneviève lance le générique. Je vous rappelle que l'enregistrement de cet entretien a eu lieu précisément jeudi le 27 août. Et le lendemain, le vendredi 28, le Journal de Montréal et le Journal de Québec présentaient un dossier sur les astéroïdes. Donc notre ami Jean était en avance. Ce Vidéorandia de la semaine du samedi 29 août, c'est le numéro 35. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité Jean Deflore, spécialiste en contre-blanchiment d'argent, qui nous accorde d'ailleurs plus d'une heure supplémentaire pour les abonnés au Club Créé, dans la salle 2009 qui correspond au mois de septembre 2020. Se positionner ensemble. Ne manquez pas d'aller consulter le complément surprenant qui est disponible ici, juste en bas, dans les premiers commentaires sous le Vidéorandia sur YouTube. La version audio par Jean-François Poulain aussi dans le forum Orandia. À la supervision technique, Emmanuel Stéphane Dournald, recherchiste Louis Ferland, à la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. Et voici quelques suggestions de vidéos de nos archives qui traitent de l'ensemble de ces sujets avec notre ami Jean Deflore. Je tiens à remercier, bien sûr, nos abonnés au Club Créé qui nous permettent de continuer à faire ces productions toutes les semaines, depuis maintenant 40 ans. Au plaisir et à bientôt.